Voilà. Merci. Beate Klarsfeld, Serge Klarsfeld, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, comme ça a été rappelé, le succès de la conférence annoncée a été tel qu'il a été décidé d'organiser aussi cette rencontre, en effet un peu plus informelle, dans l'après-midi. Et l'idée a été assez vite de faire venir des journalistes, mais aussi des lycéennes et des lycéens. Et c'est pour cette raison que moi je trouverais intéressant de revenir aux origines de votre engagement et à la manière dont de votre jeunesse naît tout à coup la prise de conscience, premièrement, et ensuite la décision d'agir. Et en effet, comme c'est plus informel, il y aura aussi un moment où vous pourrez poser vos questions. Et si certains d'entre vous sont peut-être un peu timides et n'osent pas poser leurs questions en français, ce n'est pas un concours de français. Si vous voulez poser votre question en luxembourgeois ou en allemand, vous pourrez le faire et je traduirai. Et donc ma première question est à vous, Monsieur Klarsfeld. Vous êtes né en 1935 dans une famille que vous décrivez vous-même comme non-croyante. La religion ne joue pas de rôle dans votre vie d'enfant. Et c'est donc pendant les années de guerre et d'occupation que vous découvrez votre judéité. Je dirais tout simplement que je suis un enfant de la Shoah, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'éducation religieuse, mes parents n'étaient pas religieux, ils suivaient quelques traditions, et moi je suis un enfant de l'école, à la fois de l'école républicaine et même de l'école, je dirais, de l'État français de Vichy, puisque j'avais l'âge d'aller à l'école et que j'ai reçu un enseignement qui était un enseignement conservateur, etc. Et puis ensuite, c'est l'enseignement de l'école laïque et républicaine. J'ai évité l'école juive pour plusieurs raisons. Mais je suis à la fois un enfant de la Shoah et puis un enfant européen, c'est-à-dire qu'après la guerre, nous étions roumains. Ma mère était russe, mais elle était de nationalité roumaine parce que la Roumanie avait acquis la Bessarabie en 1918 et que la Bessarabie russe était devenue roumaine. Mon père était roumain, il a été déporté en 1943. Mais après la guerre, nous sommes rentrés en Roumanie. Et en Roumanie, nous avons rencontré un deuxième totalitarisme, celui du communisme. Et nous avons réussi à nous enfuir après les élections qui ont porté au pouvoir le Parti communiste. Et donc, c'est un peu comme Charlot dans le film Les Migrants, qui est poursuivi à la fois par les bandits mexicains et par la police américaine, et il est un pied sur chaque frontière, sur la frontière, un pied au Mexique et un pied aux États-Unis. Moi, j'avais le sentiment toujours de refuser et le nazisme, l'extrême droite, et refuser l'extrême gauche. C'est quelque chose qui
que dès l'âge de 10 ans, s'est imprégné en moi. Et donc, j'ai suivi cette ligne et nous nous sommes battus pour les précédentes élections européennes, nous sommes battus pour l'Europe parce que nous avons toujours conçu, depuis que nous nous connaissons tous les deux, nous avons toujours conçu l'Europe comme une patrie. Nous aurions voulu réellement, nous, une Europe fédérale. Bon, alors, ça vous donne une indication sur notre ligne d'action. Et puis également, notre situation était celle du mariage d'un juif, d'un Français juif avec une Allemande non juive, protestante, mais pas religieuse non plus. Et il fallait construire cette Europe, et la construire sur des bases qui n'étaient pas des bases remontant au passé, c'est-à-dire que Beat a réagi en tant qu'Allemande, moi j'ai réagi en tant que Français et Juif, quand nous avons vu en 1900, dans un temps très lointain, en 1966, fin 1966, l'arrivée à la tête de la chancellerie allemande comme chancelier, un ancien directeur de la propagande radiophonique hitlérienne, membre du parti nazi actif. Alors à ce moment-là, nous nous sommes engagés alors qu'on était de simples citoyens, mais quand on s'est marié, le maire de notre arrondissement nous a dit « Vous êtes mon premier mariage franco-allemand », c'était en 1963, bientôt nous fêterons le 7 novembre nos noces de diamant, 60 ans de mariage. Il nous a dit « J'attends de vous que vous soyez un couple exemplaire ». Voilà, alors on s'est engagé, mais on s'est engagé comme simples citoyens, mais porteurs d'une cause que beaucoup auraient dû porter. Or, c'était l'indifférence générale à l'époque par rapport à nos préoccupations à nous, et il a fallu imposer et donc se battre. Quand on s'engage, où on recule ensuite devant les conséquences de l'engagement, et on est perdant vis-à-vis de soi-même, ou bien on va au bout de soi-même pour obtenir le résultat souhaité. Voilà. Vous vous êtes rencontrés en 1960 dans une station de métro. Voilà. Et c'était à peine 15 ans après la guerre. Et donc on imagine un jeune homme qui voit une jeune femme, qui l'aborde. Et est-ce que vous avez compris tout de suite dans quelle situation vous étiez? Est-ce que ça a joué un rôle pour vous, le fait que vous soyez français d'origine juive et le fait que vous soyez allemande? Bien entendu, parce que j'étais venue, donc je suis née en 1939, donc en Allemagne, j'ai rien appris sur les suites de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était obligé de travailler, d'être dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. Et puis, disons, à Berlin, c'est le bombardement. J'ai passé d'un côté et de l'autre. Il y avait l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Et j'avais déjà le sentiment, un jour, l'Allemagne serait réunifiée. Et je me suis déjà sentie comme une Allemande de l'Est et de l'Ouest, ce que j'ai fait plus tard dans toutes mes actions. Donc, à Berlin, je dis, on n'a rien appris, mais des professeurs ne parlaient pas ce qui était arrivé à la guerre. Et ils avaient peut-être peur aussi quand ils posaient des questions, les élèves posaient des questions, ils disaient, mais vous, monsieur, est-ce que vous étiez aussi dans la Wehrmacht comme mon père? Alors, donc, j'ai attendu 1960, j'avais juste l'âge où mes parents ne pouvaient plus protester que je parte. 21 ans, et puis j'avais aussi la chance d'avoir une copine qui partait en France comme fille au père, comme je le fais aussi.
Donc, une fois arrivé à Paris, heureusement, je dis peu de temps après, d'ailleurs, c'est le jour où Eichmann était enlevé par le Mossad. J'ai rencontré Serge dans le métro à la porte de Saint-Cloud. Moi, j'ai travaillé comme fille au père et lui avait été de l'autre côté, dans le 16e. Et moi, j'étais fille au père, Serge à Sciences Po, donc chacun prenait le même métro. Et puis, il me draguait dans le métro en disant est-ce que vous êtes anglaise? Je dis non, je suis française. Il a vu quand même Alliance française, c'est de l'école où on allait après pour apprendre le français. Donc, ça, c'était une stratégie aussi. Oui, lorsqu'il vous a demandé si vous étiez anglaise. C'était pour que je réponde, c'est ça. Ouais. Donc j'ai répondu non. Et puis on a pris le métro ensemble. Et puis quand on s'est séparés, j'ai donné le numéro de la fille où j'étais fille au père. Et puis donc, parce que chacun allait, il est à Sciences Po, moi à Alliance française, boulevard Alpaille. Et donc, peu de temps après, je crois le même jour, non, tu m'avais téléphoné. Donc, on a pris un rendez-vous et puis donc j'ai aussi commencé à... J'ai commencé avec Pierre-Louis. Serge m'a raconté l'histoire de sa famille, le père qui était... l'histoire de la famille de Serge qui était à Nice et quand les Brunner et les Allemands sont arrivés pour arrêter la famille, le père a ouvert la porte, il a dit ma famille n'est pas là, mais ils ont arrêté le père de Serge, justement sa sœur et sa mère ont survécu heureusement comme ça. Et puis il m'a raconté ça et puis donc j'ai commencé aussi de m'intéresser un peu à l'histoire allemande, ce que je n'ai pas appris en Allemagne. Et puis donc après, les choses sont suivies, je dis, après l'affaire Kissinger, mais c'était quand même aussi que je commençais déjà à savoir, parce que Serge m'avait dit, il y avait quelques amis qui disaient, oh, pourquoi tu vas sortir avec d'Allemande? Et Serge m'a dit, écoute, tu n'es pas coupable, mais tu as une certaine responsabilité à remplir en tant qu'Allemande. Et pour nous, il y avait déjà l'exemple de Hans und Sophie Scholz qui sont sacrifiés. Et puis donc, ça m'a donné le courage. Et puis après, les actions sont arrivées. Vu déjà le fait que je voulais m'engager, après, les actions sont arrivées, on a réagi. Vous avez écrit, déjà dans ces mémoires croisées, publiées en 2015, ce qui est quand même quelque chose d'assez unique. Moi, je n'avais jamais lu de mémoires croisées. C'est quand même assez révélateur de la solidité d'un couple. Et aussi du respect mutuel, cette idée d'écrire à deux. Vous avez écrit un passage à ce sujet que je trouve très beau, et si vous permettez, je vais le lire pour pouvoir enchaîner sur une prochaine question. Vous écrivez, Beate Klarsfeld, « Constatant ma totale ignorance de l'histoire de mon pays, Serge, diplômé d'études supérieures d'histoire à la Sorbonne, entreprend de me faire connaître. C'est ainsi que j'entre en contact avec la réalité terrifiante du nazisme. Je ne m'en sentais pas du tout responsable en tant qu'individu, mais en tant qu'élément même infime du peuple allemand, je prenais conscience de responsabilités nouvelles. Ai-je eu la tentation de ne plus être allemande? Serge lui-même n'y a jamais pensé, pas une minute. C'était trop facile. Je me suis alors rendu compte qu'il est aussi exaltant que difficile d'être allemande après le nazisme. Un jour, Serge m'a raconté comment le récit de la brève vie de Hans et Sophie Scholl l'avait empêché de haïr avec intolérance les Allemands. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par difficile et exaltant d'être allemande après la guerre? En principe, je dis en Allemagne même, je n'étais pas formée, je dis. Mais en arrivant en France, j'ai appris quand même l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la culpabilité du peuple allemand. Donc, c'est-à-dire, sans rencontre avec ça, je ne me suis jamais engagée, bien entendu. Mais là, et quand même, j'ai commencé à apprendre, j'étais même très engagée, j'étais membre du Parti social-démocrate, j'étais très adoré Willy Brandt, qui était à l'époque maire à Berlin encore. Et puis j'ai dit, il y a des occasions qui vont se présenter. Et l'occasion s'était présentée en 1963. J'étais venue rentrer à l'Office franco-allemand. C'était la signature de le traité d'Élysée. Et puis donc, c'était pour moi important en tant qu'Allemand de réunifier les Allemands et les Français.
Mais quand en 1966, j'ai appris par la presse que l'Allemagne fédérale se choisit si peu de temps après la guerre un haut responsable de la propagande radiophonique hitlérienne vers l'étranger, je dis quand même, c'était Serge m'a dit, maintenant en tant qu'Allemand, tu n'as qu'à réagir. Donc c'était à l'Office français allemand pour la jeunesse. J'ai fait 2 tribunes libres dans le journal Combat où j'ai dit c'est une honte pour l'Allemagne de se choisir un chancelier nazi. Je me suis engagée tout de suite pour Willy Brandt. Et puis donc j'étais revoquée après le 2e tribune libre de l'Office franco-allemand, comme ça, du jour au lendemain, comme une criminelle. Alors j'ai dit quand même, je ne peux pas laisser faire ça. Et puis là, c'était l'engagement qui était obligé. J'aurais pu dire non, je regrette mon article. Et l'engagement était après avec nous ensemble de réunir, Serge qui a réuni la documentation sur Kiesinger parce qu'on n'a jamais accusé un criminel nazi sans avoir les documents. Et puis, donc, c'était après, avec les livres, les brochures que nous avons distribuées dans les universités allemandes. Bon, la jeunesse était contre les anciens nazis qui étaient toujours le premier parlement allemand. Il y avait 123 membres du parti nazi. Mais là, j'avais pas pour ça un grand soutien. Alors, on a compris avec des actions, peut-être l'inventation de nous deux, de trouver des actions spectaculaires où justement on peut justement engager des journalistes pour parler de l'acte et puis aussi dans les journaux voir notre histoire. Oui, parce que là c'est la première fois que vous allez utiliser une stratégie qui était va être après, récurrente. tout notre combat après qui était des engagements spectaculaires, voilà. Donc le premier, c'était bien entendu interrompre le discours de Kiesinger au Parlement allemand à Bonn, arrêter, me relâcher, m'envoyer la photo, les gardes du corps qui m'entourent, etc. J'en ai compris, donc il faut continuer sur cette affaire-là. Bon, après, on a réagi ensemble. J'ai une question un peu naïve là, mais ça fait quel effet de donner une gifle à un chef d'État ? Ça, c'était beaucoup plus après. Voilà. Maintenant, en principe, on a compris qu'il y avait disons, l'intervention au Parlement à Bonn n'avait pas donné grand-chose, sauf que les journalistes commençaient maintenant à parler le passé de Kiesinger. Et puis après, c'était en 68, il y avait un grand congrès du Parti chrétien-démocrate à Berlin. C'était encore sous le gouvernement des pays alliés. Donc, ils n'étaient pas d'accord que ce congrès se tienne à Berlin-Ouest. Et puis, Serge m'a dit, voilà, c'est l'occasion pour toi. Il m'a aussi préparé, il m'a dit, parce qu'on avait décidé de faire cette gifle. Et Serge a préparé avec un prof à Sciences Po, non ? Si il m'arrive quelque chose et je reste en prison, je peux m'en sortir en disant que je suis française, j'étais devenue française avec le mariage, et puis comme ça, ils ne peuvent pas à Berlin-Ouest se traiter comme Allemands. Dans la situation d'occupation de Berlin, étant française... Donc, on a préparé je restais pour une semaine à Berlin, j'avais été chez des amis, j'avais aussi mis en contact un journaliste, et puis surtout un qui était photographe à un hebdomadaire qui s'appelait Le Stern. Il savait ce que je voulais faire, donc j'ai dit voilà, on va entrer ensemble. Il m'a aidé à entrer. À l'époque, il n'y avait pas la sécurité comme aujourd'hui. On a pu entrer au congrès. Et puis, donc, en principe, c'était comme ici un petit peu, c'était l'entrée par le haut, et en bas, c'était une table, mais qui était 3 mètres large. Donc, il y avait Kiesinger et tous les gens de son parti autour. Donc, j'ai compris que c'était vraiment pour les gifler de front, c'était impossible parce que ma main n'était pas assez longue. Donc, il y avait des gardes du corps, enfin, disons, des gardiens de chaque côté. Et puis, il préparait son discours final, Kiesinger. J'ai dit, écoutez, l'autre côté, j'avais aussi par le journaliste obtenu un petit badge, journaliste. Et puis, l'autre côté est une amie qui voudrait me parler. Elle me dit, alors dépêchez-vous. Alors, une fois le chemin ouvert, j'ai passé derrière, et puis derrière Kiesinger, il s'est retourné, d'ailleurs il savait quelqu'un derrière moi, et étant donné qu'il s'est retourné, la gifle n'était pas tellement sur sa joue, mais aussi sur l'œil qui était marron, c'était comme le couleur du parti nazi, et puis il devait appeler tout de suite un docteur qui devait lui soigner son œil, il avait des lunettes marron aussi, du soleil. Et puis j'étais arrêtée et condamnée le jour même à 1 an de prison ferme, ce qui était
incroyable. Et là, finalement, ce que Serge m'avait préparé, j'ai dit, après un an de prison, j'ai dit, écoutez, non, j'avais aussi d'ailleurs un avocat, d'ailleurs, vous voyez, comme les gens peuvent changer, qui était mal, qui était à l'époque de la jeunesse de gauche, en principe, qui était devenu un anti-israélien, ou qui niait même le Holocauste. Mais enfin, je lui dis... C'était Horsma, là. Horsma, là, oui. Je dis, écoutez, vous allez dire que je voudrais être traitée ici comme française. Et là, le juge s'est retiré, il a dû téléphoner à Bonn, il a dit, donc, vous êtes libéré jusqu'à l'appel. Et puis, donc, Serge, tu as entendu ça par la radio, non? Un ami? Pardon? Un ami t'avait dit à la radio que la gifle était réussie et tu as pris l'avion tout de suite, non? Oui. En fait, ce que vous avez fait à l'époque, c'est ce que, des années plus tard, on a appelé faire le buzz. Donc en gros, l'idée, oui, c'est ça, l'idée était, à l'âge de la télévision et des masses médias, de créer un événement spectaculaire et ensuite de capitaliser sur cette notoriété pour, en revanche, amener du fond. Vous aviez fait votre enquête, comme vous l'avez dit, vous aviez accumulé un dossier, des pièces que vous pouviez mettre à la disposition des journalistes qui, maintenant, étaient attentifs à la question. Enfin, ce n'était pas seulement ça. Moi, je savais aussi que je risquais parce que dans le premier rang, il y avait les gardes du corps. Donc, étant donné que j'étais à Kissinger, ils ne pouvaient pas tirer. Mais j'ai risqué ma vie. C'était le moment où on a tué Martin Luther King et Kennedy. C'était quand même, pour moi, un danger. Heureusement, quand je me suis engagée, je ne pensais pas toujours à ces choses. Pour moi, l'important, c'était réussir l'action. Donc, ce qui était le cas. Et je dis finalement par les journaux dans le monde entier qu'on en parlait. Et on voyait la photo et le jugement dans la prison. C'était quand même aussi devenu pas seulement le gifle, mais c'était l'action. On voit une jeune Allemande qui arrive et qui gifle le père nazi. Voilà, c'était ça. C'était la jeune génération qui se oppose à la génération nazie. Comme un acte de libération. De symbolique. Non, c'était le symbole dans cette action. Voilà. Est-ce qu'il y avait une idée de rédemption aussi derrière, de dire si c'est une jeune Allemande qui le fait, ça a une autre valeur. Ah bah bien sûr, si une jeune juive l'aurait fait, ça n'aurait pas la même chose. Aussi, c'est une Allemande non juive qui s'engage, c'est ça, bien entendu. Ça avait le grand traumatisme à cause de ça, oui. Mais il fallait garder notre indépendance, étant donné que l'Allemagne communiste et le monde communiste se réjouissaient de ce que Beat avait fait. Et Beat avait été félicité par Ulbricht, par Brejnev, par tous les leaders du monde communiste. Et quelques mois après, Beat intervenait à Varsovie contre l'antisionisme des Polonais et du monde communiste de l'époque. Et puis ensuite, elle était arrêtée aussi à Prague, où elle protestait contre la répression. Et elle était arrêtée par ceux qui venaient de se réjouir de ce qu'elle avait fait en Allemagne fédérale. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé notre indépendance, puisque pendant la campagne de Beat, elle était accusée d'être l'agent de la RDA. Ensuite, elle a été accusée d'être l'agent de la CIA. Voilà. Et donc, depuis, nous sommes indépendants et nous continuons à conserver notre indépendance. Et même l'association que nous avons créée en 1979, les fils et filles des déportés juifs de France, on ne demande jamais aucune subvention à aucune institution. Nous comptons sur nos militants parce que nous voulons être indépendants et ne pas être, comme beaucoup d'associations, soumis à la pression de ceux qui leur versent des fonds.